C'est la même chose, c'est en fait un outil qui va être au service d'une vision, d'une intention créative, d'une intention artistique. Quand tu es dépourvu de ça, tu vas pas faire grand-chose avec, si ce n'est d'essayer de copier des tendances. C'est vraiment un outil révélateur de compétences et de talents qui sont indépendants de l'IA. Oui, c'est ça. Si t'as pas de talent, c'est pas l'IA qui va t'en créer un. Un bon prompt de génération d'images, c'est un prompt qui réussit à transcrire de manière exhaustive la vision de celui qui prompte. Il faut que tu puisses détailler tous les éléments qui vont constituer l'image. Le plus de précision, vraiment de traduire avec le plus d'efficacité et d'exhaustivité l'intention créative avec des mots. Le prompt engineering, écoute, c'est à 50% du bullshit. Le plus important, c'est le contexte. Parler de context engineering, un enjeu fort dans l'évolution de l'IA qui est de comprendre le monde physique. Et là, il y a des limitations à l'IA, c'est que leur compréhension du monde physique se base sur des données qui sont des données en fait en 2D. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tous les modèles performent mieux si on les menace de violence physique. Ça dépend des modèles. ChatGPT, il me semble que oui, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Globalement, la réponse est oui. C'est quand même assez fou. J'ai l'impression que les plus de 45 ans sont plus à l'aise avec l'IA que les plus jeunes. Gaël, Gilles, je suis ravi, et c'est peu de le dire, d'être avec vous aujourd'hui. J'ai envie de parler avec vous d'IA, évidemment, de l'actualité, des trends, des hacks. On va parler de vous, on va parler de votre société. On a plein de choses à se raconter. Je suis vraiment très, très, très heureux. Comment ça va ? Eh ben, ça va très très bien. Merci beaucoup à toi, Jérôme, de nous recevoir aujourd'hui dans Spoke About. Exactement. Merci Gilles de faire en plus la presse, que j'avais effectivement oublié même de citer le nom du podcast. Tu vois, comme quoi je suis encore un peu jeune là-dessus. Alors, moi, ce que je vous propose pour démarrer, vous êtes deux entrepreneurs, Gaël Gène, Gilles Guéraz. On va vous présenter. Enfin, je vais vous laisser vous présenter également. Voilà, en quelques minutes pour qu'on comprenne un peu mieux donc les deux talents IA que vous êtes. Et ensuite, j'ai évidemment beaucoup de questions à vous poser. Alors Gaël, je te propose de commencer. Très bien, donc je m'appelle Gaël Gène. J'ai créé la société Banger, production film IA et hybride avec Gilles, il y a quelques mois, donc on est encore tout jeune. On a créé ça en juillet l'année dernière. Et puis avant ça, moi je suis productrice toujours aussi en parallèle de films qu'on va dire aujourd'hui traditionnels, majoritairement en télé. Donc voilà, c'est ma troisième société, sachant que j'en ai une qui s'appelait Joséphine, que j'ai vendue, que j'ai gardée une quinzaine d'années. Ensuite, l'Impératrice, qui existe toujours. Et puis, Banger avec Gilles, où on a plein de passerelles, justement, entre la production traditionnelle et l'IA. Super. Banger, on va en parler. Gilles ? Alors, moi, je viens de la réalisation. J'étais réalisateur dans la pub pendant 15 ans. Pendant le Covid, j'ai découvert l'IA générative. J'ai été fasciné au point d'avoir envie non seulement de l'explorer, mais aussi de partager mes différentes explorations sur les réseaux. Et ça m'a donné envie, en fait, de faire des choses que je ne faisais pas avant, comme par exemple entreprendre. J'ai créé un collectif de réalisateurs et de réalisatrices IA qui s'appelle le Prompt Club. Et c'est lors d'une projection du Prompt Club à laquelle Gaël a assisté qu'on a commencé à discuter un peu, parce que Gaël, en fait, on se connaissait depuis quelques années déjà, en fait, un peu de loin. On n'avait pas encore eu l'opportunité de travailler ensemble, mais on avait un feeling qui passait bien. Et du coup, en discutant, on a vu la complémentarité qui était là comme une évidence, et puis l'envie d'entreprendre ensemble. Et sinon, juste pour finir sur moi, moi j'ai deux activités là maintenant. J'ai une activité de formation B2B, B2C sur les outils créatifs d'IA générative, puisque c'est vraiment là où je me suis spécialisé, c'est les outils qui m'intéressent le plus, et ceux qui sont dans la ligne directe de ce que je faisais avant, c'est-à-dire créer des images, raconter des histoires. Et l'autre activité, c'est un Banger, production vidéo IA et hybride, en essayant de capitaliser sur nos expertises respectives en termes de production, en termes de réalisation, et en mettant au-dessus une couche d'expertise IA générative avec un roster de 10 réals qui sont extrêmement talentueux.
et qui maîtrise autant les outils que tout ce qu'il y a autour. D'accord, bah très bien. Banger avec 2G, c'est parce que Gilles, Voilà, c'est nous les Gaël, 2G. voilà, c'est vous les 2G, d'accord. C'est En ça. tout cas, super nom, hein, hyper bien trouvé, qui se mémorise bien et qui dit un peu tout en lui-même. En plus, il a la hype, ce nom-là, donc c'est vraiment parfait. Alors, je vais commencer avec ce mot. Vous avez tous les deux parlé de hybridation. Aujourd'hui, le marché s'organise évidemment autour de l'IA. On voit des sociétés spécialisées full AI, comme on dit. Alors, vous dites full AI, mais aussi hybridation. Pourquoi spécifier cette notion d'hybridation ? Parce que, alors nous déjà, on vient du monde traditionnel de la production. Gilles en tant que réalisateur, moi en tant que productrice. Ce qu'on a toujours aimé, c'est aussi bâtir des équipes, faire que les talents collaborent ensemble. Et ce côté hybridation permet de travailler avec l'IA, mais pas que. Ça D'accord. permet d'être ouvert sur le fait que si on veut que les personnages soient des personnages réels, on les tourne et le monde qui les entoure devient un monde IA. Ça permet de garder des monteurs qui font du montage. Ça permet de garder des voix off. Ça permet de garder un tas de choses qui peuvent être importantes pour une production IA. Parce que le timing le permet, parce que le budget le permet. Et quand on a d'autres contraintes, on sait aussi faire du full IA et le faire très très bien. Et plus les outils évoluent, et plus les talents évoluent avec les outils, et plus l'IA va devenir indiscernable. D'accord. Néanmoins, il y aura toujours des projets qui demanderont parfois les deux ou qui auront l'intérêt d'être hybridés. D'accord. Et Gilles, tu veux rajouter quelque chose sur la notion d'hybridation ? Non, je pense que Gaël a bien résumé. Juste peut-être pour rajouter qu'il y a certains projets qui nécessitent de l'hybridation technique en phase de post-production, avec, je pense, notamment des assets 3D pour des visuels produits clients. Pour l'instant, l'IA est pas encore assez précise pour ce type de choses-là. Et puis pour différentes raisons, Gaël, en fait, a bien énuméré. D'accord. Donc en fait, si on hybride, c'est parce que en gros aujourd'hui, on peut pas tout faire en IA, et donc on va hybrider avec les La techniques 3D, ou la 3D ou d'autres éléments techniques que l'on faisait par avant. Ça, c'est un des premiers points et c'est pour ça qu'on hybride. Et on hybride aussi, d'après ce que je comprends, parce que parfois, c'est pas la peine, sur certains points, de tout faire en IA si on sait le faire très très bien par ailleurs. Exactement, Ce n'est pas l'IA qu'une n'a obligation de pas... faire de l'IA. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. L'IA n'est pas là pour remplacer ce qu'on sait aujourd'hui très bien faire. En tout cas, n'est pas là, à mon sens, du tout que pour ça. C'est pour créer des choses qu'en réel, le process serait trop long ou trop coûteux et l'IA est venue pallier à ça aujourd'hui. Mais il y a aussi, alors il y a le côté fabrication, mais il y a aussi le côté où on en est aujourd'hui de l'IA et comment un annonceur peut se placer face à l'IA. Il y a des annonceurs aujourd'hui qui disent « Nous, on veut travailler avec de l'IA, mais on n'a pas envie de remplacer les humains. » Ouais. Donc eux, ils vont, c'est leur stratégie, c'est leur mindset, et ils auront envie d'aller sur de l'hybride pour garder des vrais humains et des vrais comédiens au cœur de leur film. Et après, ils n'ont qu'un sujet avec l'outil IA. Mais eux, par conviction, ils n'iront pas aujourd'hui tout de suite sur du full IA, alors qu'il y a d'autres annonceurs qui n'auront aucun sujet. D'accord. On va revenir là-dessus. Est-ce que chez Banger, donc Gilles, tu parlais du roadster de 10 réalisateurs, est-ce que c'est des réalisateurs qui vont être spécialisés dans certaines plateformes IA ou dans certains secteurs d'activité ? Comment ils sont sélectionnés, ces réalisateurs, au sein de Banger ? La première sélection, et pour moi la seule qui vaille, c'est sur leur talent, sur leur capacité à créer des choses intéressantes, à crafter, à faire de la qualité, là où on commence à voir de plus en plus de contenu vidéo IA avec des niveaux disparates. Et de toute cette production-là, émergent ceux qui ont quelque chose en plus, soit qui ont une direction artistique forte, qui ont une maîtrise des outils qui est plus fine que la majorité, qui leur permettent de faire des choses que la majorité ne peut pas. Et tous ces profils-là sont issus de la création visuelle au sens large, avant l'IA, que ce soit de la direction artistique, que ce soit du motion design, que ce soit de la réalisation classique. Et tous, ils ont tous un peu leur zone de génie, en fait, en fonction de là d'où ils viennent. Et c'est aussi ce qu'on aime faire
dont Gaël et moi, c'est de capitaliser sur cette complémentarité pour des fois en mettre deux sur en fait un projet avec un qui va être très très fort sur la direction artistique et puis un autre sur l'aspect technique pur des outils IA. La technique sur les outils IA, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir après, mais c'est en fait une compétence en tant que telle parce qu'il ne suffit pas d'être techniquement bon, il faut faire de la veille constante pour voir tout ce qui sort, comment dire, se l'approprier. Et voir comment l'intégrer dans des workflows de production. Et Gilles, je reviens sur un point que tu as évoqué qui me semble aussi extrêmement important. Tu dis, voilà, on a des réals, mais avant d'être IA, ce sont des réals qui ont du talent et qui ont un regard artistique sur les choses. Et donc, est-ce que finalement, pour être bon en IA, il faut d'abord avoir l'expertise ? Je parle d'expertise, mais là, il s'agit aussi d'un talent créatif. Et ensuite, de se mettre à l'IA, tu vois, ou est-ce que si on commence uniquement par l'IA, on va pas manquer un petit peu de ce savoir-faire qui dépasse finalement les outils et qui est d'avoir une vision créa sur les choses ? Alors, je pense que là, tu touches à un point clé de l'utilisation de l'IA générative qui est que l'IA est en fait un outil qui va permettre de valoriser des compétences qui ont été acquises avant, du moins qui sont indépendantes des compétences IA. C'est comme si je te mettais entre les mains la meilleure caméra cinéma du monde. Ouais. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu n'en feras rien. Au mieux, tu pourras trouver le bouton on, appuyer sur rec, mais tu feras pas grand-chose de plus que ce que tu feras avec un téléphone. Pour l'IA générative, c'est la même chose. C'est en fait un outil qui va être au service d'une vision, d'une intention créative, d'une intention artistique. Mais quand tu es dépourvu de ça, tu vas pas faire grand-chose avec, si ce n'est d'essayer de copier des tendances qui se font déjà sur les réseaux sociaux. Mais donc, du coup, c'est vraiment un outil révélateur de compétences et de talents qui sont indépendants de l'IA. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas de talent, c'est pas l'IA qui va t'en créer un. Exactement. C'est ça, un peu le point. L'IA ne génère plein de trucs, mais pas de talent. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est important parce qu'évidemment, sur les réseaux, et on le voit toujours énormément en ce moment, pullule énormément de discours autour de l'IA. Il faut un peu débunker tout ça parce qu'effectivement, on laisse entendre que tout un chacun pourrait être un créatif, un producteur, un réalisateur, alors qu'évidemment, il faut quand même avoir une expertise et même un talent par-dessus au préalable pour pouvoir utiliser l'IA avec efficacité et talent. Gaël, quand tu rencontres les annonceurs ou les agences, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un référent IA chez les annonceurs, un peu comme à l'époque, il y avait le directeur digital ou le directeur social, ou est-ce que finalement l'IA s'est tellement répandue rapidement que finalement tout le monde est un peu IAisé ? Alors, tout le monde s'y intéresse. Tout le monde essaye de voir comment ils peuvent mettre ça dans leur organisation. Moi, je touche qu'au film, donc pour tout ce qui est le print, etc., j'y suis un peu moins, et les outils IA qu'ils ont en interne aussi. Pour l'instant, ils essayent d'y aller, et ils peuvent être un peu frileux, c'est-à-dire qu'ils vont l'essayer sur le digital sans prendre trop de risques. Et puis, si le digital les rassure, c'est ensuite des annonceurs qui pourront dire « Ok, je vais faire confiance pour y aller en télé ». Et voilà. Et il y en a d'autres qui tout de suite ont envie. Alors nous, avec Gilles, l'une des grandes phrases, c'est on fait des tests, c'est-à-dire que dès qu'on a un sujet, on va faire des tests pour voir comment l'IA réagit, qu'est-ce qu'il faudra hybrider autour, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait des premiers films qui ont été mis en télé, et puis qu'on a d'autres demandes qui sont sur du digital. Donc, ils n'ont pas de référent en interne. Ils demandent quand même beaucoup à voir des choses, à être rassurés et à savoir si leur projet peut aller en IA. D'accord. Et est-ce que quand tu es appelé, quand tu discutes avec eux, est-ce que le sujet, c'est d'abord de se dire je veux faire de l'IA parce que on va travailler plus rapidement, ça va être plus productif. Est-ce que je veux travailler avec l'IA parce que ça va être moins cher, ou est-ce que je vais travailler avec l'IA parce qu'à budget équivalent, mes potentialités créatives vont être démultipliées ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à dire, ou Gilles également, un peu quel est où se trouve le curseur aujourd'hui sur le marché actuel ? L'IA, forcément, c'est un gain de temps et un gain de budget.
évidemment, mais c'est aussi arriver dans un même budget à créer infiniment plus d'assets ou infiniment plus de monde. C'est-à-dire qu'avant, quand on tournait ou qu'on allait en post-prod, il y a des choses qui pouvaient être très lourdes. C'est-à-dire que si on créait des mondes imaginaires, on savait que c'était des budgets très lourds parce qu'il fallait passer en 3D, parce que ça demandait beaucoup de studios et de décors. Aujourd'hui, l'IA permet à budget équivalent de faire infiniment plus de choses, plus créatives, plus d'assets. Donc ça, c'est un sujet. Donc il y a des clients qui vont tirer ce fil-là en disant à budget équivalent, qu'est-ce que je vais avoir de plus, de mieux, et d'autres qui vont dire, moi je veux descendre mes budgets, donc comment l'IA peut m'aider. D'accord. Donc en fait, toutes les options sont un petit peu sur elles y sont le toutes, marché. Et après aussi, effectivement, les timings. D'accord. C'est-à-dire, on a 2 mois, on peut faire des choses, on a 1 mois, on peut faire d'autres choses. D'accord. Et aujourd'hui, le marché, tu le vois comment au niveau de sa structuration? Tu as l'impression que les concurrents ont tous fait rapidement leur transformation AI, ou tu vois que certains le font avec plus ou moins de difficultés? Vous considérez que vous avez un temps d'avance, parce que vous avez été quand même un peu les précurseurs en lançant Banger. Quelle est un peu ton appréhension du marché et comment tu le vois évoluer en 2026 en termes de structuration, en fait, parce que tout va extrêmement vite. Oui, là, les boîtes de prod traditionnelles, elles n'y sont pas toutes allées, pas encore. Il y en a qui gardent vraiment leur ADN de boîte traditionnelle. Et puis, il y en a qui mettent ça dans leur boîte de prod, c'est-à-dire vont effectivement intégrer de l'IA. Ça, c'est pour les structures. Et après, comme on a toujours eu en digital aussi, on a des indépendants qui, du coup, ne se mettent pas en structure et qui sont des indépendants qui vont faire des projets, mais seuls. D'accord. Okay. Donc, il y a un peu ces 3 cas de figure. D'accord. Puis aussi les agences qui essayent d'intégrer de plus en plus de compétences IA en interne, avec toujours la difficulté de trouver des profils sharp, quoi, puisque c'est en fait un sujet où on est constamment sur le fil du rasoir. C'est un sujet assez intense. Moi, du coup, alors c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai une newsletter hebdomadaire qui essaye de suivre l'actualité de l'IA générative et chaque semaine, je me rends compte à quel point c'est totalement effarant la quantité de nouveautés, d'updates qui sort toutes les semaines. Et il y a en fait un côté un peu sidérant, au sens où on est vraiment en état des fois de sidération, de voir tout ce qui sort, tout ce qu'il faudrait tester, tout ce qu'on aimerait tester, tout ce qu'on n'a pas le temps de tester, parce que les journées ne font que 24 heures. Et je pense qu'il y a l'aptitude à emmagasiner une quantité d'informations gigantesque, avec la clarté d'esprit pour tester et décider, faire de la curation forte pour savoir qu'est-ce qui sera pertinent, qu'est-ce qui sera gadget. Tout ça demande en fait une configuration assez rare. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup ce type de profil-là se développer. Oui, bien sûr. Justement, là, tu me fais une belle transition parce que Gilles, donc tu parlais tout à l'heure de l'organisme de la formation en fait que tu fais avec Nexttrend, là de ta newsletter générative. Tu cumules plus de 20 000 abonnés, je crois, sur LinkedIn. Tu publies pratiquement toutes les 3 ou 4 heures. Tu es ambassadeur également de festival, World of AI. Tu as donc le Prompt Club, on va en reparler tout à l'heure. On parle de Banger. Il a des clones en fait, il a des clones ce qu'il peut. Ouais, en fait, merci Gaël de la question parce que c'est exactement celle-là. Est-ce que tu utilises l'AI pour te cloner, pour améliorer ta productivité, pour produire des contenus, pour faire tes calendriers éditoriaux? Juste, donne-nous un truc là, parce que franchement, je sais pas comment tu fais. Eh ben écoute, j'ai mes clones, j'en ai un qui est là, j'ai un autre qui va arriver là par la porte. Non, écoute, en fait, je pense que l'IA générative m'aide déjà à être beaucoup plus productif dans certaines tâches qui sont de nature assez chronophage. Par exemple, dans la publication sur les réseaux sociaux, ça accélère la recherche et puis la rédaction d'un draft. Moi, je suis quand même très, très partisan
l'écriture à la main ou alors la coécriture entre l'IA et puis la personne qui porte le message, puisque les messages IA, à un moment, ça se voit assez vite. Oui. Et c'est d'ailleurs, en ce moment, il y a une sorte de mode qui m'horripile un peu, c'est les commentaires IA sur LinkedIn. Et ça se voit comme la figure. C'est des commentaires qui font une sorte de mini-synthèse du post et qui finissent avec une question pas toujours pertinente. Mais tu veux dire que ça, c'est complètement automatisé, c'est-à-dire que Ah oui, c'est des je gens pense qui que c'est de vont l'automatisation. qui bien l'automatisent, sûr. le commentaire, qui vont faire des posts pour Voilà. créer de l'interaction Ouais. et améliorer leur visibilité, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça pose à un moment en fait, la question de conserver sa part d'humanité. Qu'est-ce qui fait on a en fait une identité propre avec une singularité, sans faire de jeu de mots sur l'IA. Voilà, mais en tout cas pour en venir à ta question initiale, écoute, moi je te dis, depuis l'IA, je me découvre des aptitudes que je ne me connaissais pas. Quand j'étais réalisateur, avant, j'avais beaucoup de temps libre. Une fois que j'avais relancé un peu mes contacts dans les boîtes de prod, j'avais fait un peu de veille, et j'allais au cinéma. Des fois, c'est entre 10h du mat. Je me souviens avoir vu, par exemple, le film Guillaume et les garçons à table. J'étais seul dans la salle, première séance. J'avais l'impression d'être dans une salle privée. J'allais à la salle de sport l'après-midi, tout ça, voilà. Et depuis l'IA, du coup, je sais pas, je trouve qu'il y a tellement de traction et puis d'ailleurs tellement de hype, et c'est peut-être aussi l'un des autres sujets pour rebondir sur la question précédente qui fait que les marques aussi y viennent. C'est parce qu'il y a un truc de mode, il y a un truc de tendance. Et du coup, les gens en fait ont envie d'expérimenter ça. Il y a un truc de test and learn qui est aussi hyper intéressant, je pense, pour toutes les marques. Et donc, cette hype a créé une traction si forte que T'es porté par cet enthousiasme aussi. Je suis porté par ça. Et voilà, même si là, j'essaie quand même de tirer un peu le frein à main en essayant de chercher un peu plus d'équilibre de vie que de productivité pure. Mais voilà, là, je pense que l'existence est une recherche éternelle. Quel est ton dernier film que tu as vu au cinéma, alors, du coup? Parce que c'était Guillaume et les garçons à table, c'est vraiment tes précurseurs de l'IA. Écoute, le dernier film que j'ai vu en salle, c'est marrant, j'ai vu ça un week-end il n'y a pas si longtemps avec des amis qui étaient venus le week-end à Marseille. Et c'est un documentaire qui était fascinant et qui m'a d'autant plus frappé parce qu'il était extrêmement lent. Qui se passait dans les Vosges. Vous savez, c'était sur donc 3 générations, petit-fils, père en fait, et grand-père, dont en fait le père est photographe. C'est lui le réal, il s'appelle Vincent quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai un peu honte, je me souviens plus du titre du film. Et c'était un très beau film sur ce partage générationnel, sur la recherche d'un lynx dans les Vosges, et puis d'un oiseau, le grand tétras, me semble-t-il. Et c'était extrêmement lent, et ça m'a fait beaucoup de bien de voir des plans qui duraient une minute. Ah oui. Là où ça fait 3 ans que je me mange de la vidéo IA avec des plans hyper cut. Voilà, donc c'est le dernier film que j'ai vu en salle et ça m'a fait beaucoup de bien. Ah oui, c'est vrai que ça tranche un petit peu avec un des posts que tu as fait sur le podcasteur Joe Rogan, qui a invité Ben Affleck et Matt Damon à discuter un petit peu des nouvelles écritures cinématographiques, et qui expliquait finalement que Netflix leur impose d'avoir une écriture bien particulière, qui déconstruit finalement le principe du scénario cinématographique habituel, en devant répéter à plusieurs fois l'intrigue, parce que les gens sont perturbés par leur téléphone pendant qu'ils regardent un film, ou bien devoir mettre une scène d'explosion, ou en tout cas une grande scène d'action au début pour aller capter leur attention. C'est quand même un truc de dingue, de montrer à quel point finalement nos usages vont impacter également jusqu'à l'écriture finalement du scénario. Donc j'imagine que dans l'AI, ça va être encore plus important, parce que les potentialités sont extrêmement importantes, donc de pouvoir structurer des scénarios en fonction de notre consommation des réseaux et de notre consommation des médias. C'est des points qui sont abordés chez Banger. Nous, on est quand même, notre cœur de
même si on a des contacts avec le monde de la fiction, et c'est des choses qui nous intéressent, et qui nous intéresseraient beaucoup de développer, de la fiction courte, moyenne, longue, voilà. Mais en tout cas, sur la production de contenu quand même publicitaire, c'est pas des questions qui se posent vraiment, puisque c'est par nature des contenus courts. C'est du 10, 15, 20 secondes, quelquefois 30 secondes, quelquefois un peu plus, mais c'est quand même rare. Ouais. Donc du coup, nous, on est plus dans des problématiques propres celles du monde de la communication publicitaire. Ça veut dire être dans l'efficacité narrative, en phase avec les attentes de l'annonceur et puis de l'agence. Mais c'est des questions qui pourraient se poser, oui, si on était amené un jour à faire de la fiction. Oui. Et aujourd'hui, là, comment vous positionnez la France en termes de créativité IA? Est-ce qu'il y a un classement comme ça, tu vois, des différents pays qui ont adopté l'IA et qui aujourd'hui l'utilisent de manière extrêmement développée dans leur création? Alors on va parler publicitaire, là, parce que c'est bien les sujets du marketing et de la com qui nous intéressent. Est-ce qu'on sait à peu près quels sont les pays et où se situe la France? Parce que c'est vrai qu'en termes de plateforme IA, ou en tout cas d'LLM, on a Mistral. Bon, évidemment, c'est important, mais on le cite assez peu finalement dans les outils qui sont utilisés, notamment dans notre domaine. Mais voilà, en termes de créativité, est-ce qu'on sait nous positionner, nous, la France? Est-ce qu'il y a des critères comme ça? Après les États-Unis, où il y a d'autres gens entre nous, je dirais. Mais là, tu parles des personnes ou tu parles des startups, Non, là je parle de créativité, c'est-à-dire des objets créatifs qui ont été faits en IA et qui sont marquants. Tu vois, une autre question qui est un peu un corollaire, c'est est-ce qu'il y a un film IA qui vous a particulièrement marqué ces derniers temps, qui est un peu d'actualité, sur lesquels voilà, on peut aller voir, parce que voilà, créativement parlant, il y a une exé, il y a des plans qui sont absolument hallucinants, il y a une écriture très 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 forte, et voilà, et qui vous a bluffé. Et donc de savoir si, eh bien, c'est plus aux États-Unis que ça se passe, ou en Inde, ou en France, ou ailleurs en Europe. Voilà, de savoir si il y a des créatifs de premier plan qui naissent, un peu comme à une époque dans la pub, si tu veux, on se disait voilà, c'est les Anglais de BBH qui cartonnent, et puis ensuite la France évidemment. Enfin, tu vois, il y a eu un peu cette tendance-là où on arrivait à désigner un peu les meilleurs de la bande, quoi. Le film qui a interpellé quand même un peu tout le monde il y a 2-3 mois, c'est comment il s'appelle? Tu sais, c'est de la marque de bière. Tu sais, ceux qui passent dans la voiture, là, je me souviens jamais du nom de ce produit. Oui, c'est une eau pétillante, là. C'est pas un produit français, c'est américain. Ouais. Et t'as un film comme ça qui a débarqué. Liquid Death. Liquid C'est Death, ça. voilà. Ah oui, Il y a bien ce sûr. film qui a débarqué et qui, d'un seul coup, a mis un peu tout le monde en émoi. Parce que même les gens qui regardaient pas, dit ah ouais, là, si c'est ça, ça a réveillé quelques personnes quand même. Bien sûr. Et dans mon point, je parle pas du concept publicitaire qui finalement n'est pas forcément là le point, parce que c'est ce qu'on comprend. Hein, il peut y avoir de l'idée dans de l'IA, mais pas forcément, quoi. Et l'idée, elle est un peu en amont, évidemment, de l'exé qu'on va faire. En fait, alors ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde ce qui sort, et je trouve qu'il y a des films marquants qui sortent toutes les semaines, hein, en fait, donc avec différents niveaux d'impact, mais moi, j'identifie des talents aux quatre coins du monde. Parmi les films vraiment qui captent mon attention, il y a des Européens, il y a des Anglais, il y a des Américains. Des Indiens, tu m'avais montré. Des Indiens, il y a des Chinois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes vraiment d'outils de génération d'images et de vidéos, il y a l'Amérique du Nord, les US plutôt, et puis la Chine qui sont vraiment les deux leaders. D'accord. C'est eux qui produisent les outils que tout le monde utilise. En France, tu as cité Mistral, mais en fait, en dehors de Mistral, on a des startups qui se montent et qui capitalisent sur des outils, mais qui sont des outils étrangers, qui sont plutôt des plateformes en fait d'agrégation. Tu penses à Pimento quand tu dis ça, ou je pense à pas mal d'outils IA, Pimento, Scilab, Mago. On a beaucoup d'acteurs en fait en France qui font ça. Arwen, enfin il y en a. D'accord. Il y en a quelques-uns, The Next Stories aussi, qui sont sur Aix-en-Provence d'ailleurs, qui sont des voisins. Il y en a, mais vraiment les constructeurs sont plutôt nord-américains et en fait et chinois.
sans doute parce qu'ils mettent beaucoup moins de barrières à l'innovation, avec les bons côtés et puis les mauvais côtés. Et d'un point de vue de la production et de la création publicitaire, moi je vois beaucoup plus de choses qui sortent en fait, aux US. D'ailleurs, on a un duo de réal qu'on représente, qui sont les Goro, qui travaillent beaucoup avec les US. Et eux, ils travaillent avec les plus grosses marques. Ils travaillent avec Mercedes, General Motors, Google, la NFL. Et on sent, en fait, auprès de ces grosses marques-là, beaucoup moins de freins à aller vers l'IA. Et c'est un constat que je pose là, c'est pas du tout une critique. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup moins de freins, beaucoup plus envie de tester. C'est peut-être aussi dans l'héritage culturel, donc nord-américain, de la prise de risque, de tenter les choses et de la voir. Prise de risque, le côté un peu pionnier, on teste les trucs et puis en fait on avisera après des conséquences. Là où nous en fait on réfléchit plus en amont. Mais du coup je pense que les talents, enfin je pense qu'il n'y a pas de zone géo. Il y a des gens qui sont là depuis le début, depuis 2023, et qui font des trucs qui font rêver tout le monde. Je pense notamment à un type qui s'appelle Laszlo Gall, qui a beaucoup de talent, et qui fait des super films IA depuis 2023. Voilà, et qui continue. Des films et les making-of de ces films. Voilà. D'ailleurs, c'était hyper impressionnant. Donc ce mec a un talent fou, il fait un super film, et juste derrière, tu as un making-of. Et le making-of est full IA. Et donc, tu as les gens qui parlent du film qu'ils viennent de faire, ils sont en IA, tout comme les comédiens du film d'avant, et ça, c'est hyper impressionnant. Tu l'as vu, peut-être c'était une fausse pub Porsche. Où je te partagerai le lien. Tu avais un making-of qui suivait, et qui est assez étonnant. C'est vrai. Mais ce que vous dites là, ça me fait penser à, évidemment, ce dont on a beaucoup parlé à la fin de l'année, de l'opposition entre les films Coca pour Noël, Full AI, et puis le film Intermarché, donc de l'agence de communication Romance, qui est Le Loup, avec ce conte de Noël, et qui a cartonné également, et avec, c'est vrai, une sorte d'opposition. Regardez, l'IA, en gros, c'est mal fait, il n'y a pas d'idée, ça se voit, il n'y a pas d'humanité. Et puis quand il n'y a pas d'IA et que c'est l'humain qui le fait, eh bien, on sent les valeurs, on sent l'incarnation, on sent l'émotion, et puis ça nous touche tous au cœur. Comment vous avez vécu cette opposition ? Parce qu'on a un peu l'impression aussi qu'il y avait un IA bashing à ce moment-là et que tout ça a été porté par justement le fait qu'il y avait un peu de l'anti-IA. Donc qu'est-ce que ça révèle un peu pour vous, cette opposition qu'il y a eu, alors que les deux pourraient très bien cohabiter sans aucune animosité, j'ai envie de dire. Oui, ça a été monté après coup, c'est une espèce de... peut-être un petit emballement médiatique, je pense, qui a mis dos à dos deux techniques. Mais ce ne sont pas deux écritures, puisque l'écriture initiale, elle vient d'une agence. Donc l'écriture, la sensibilité, le message qu'on veut porter, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, en tout cas, c'est une écriture. Donc cette écriture-là, qu'on la fasse en IA ou qu'on la fasse en 3D, ou qu'on la fasse en traditionnel, il n'y a pas de sujet. Donc, moi, je ne l'ai pas trop comprise, je l'ai trouvé un peu fake. Je trouve que ce film est très bien dans sa réalisation, que le studio qui l'a fait a très bien bossé. Ils ont eu pour ça une dizaine de mois, ou je ne sais plus combien de mois, je ne me souviens plus, mais c'était très long. Ils ont eu un budget qui allait avec ça, donc très bien, ils l'ont fait. Il y avait ce côté graphisme qui a très bien marché. S'il y avait eu un autre timing, un autre budget, une autre écriture de film, je pense que l'IA aurait pu faire aussi un film formidable et qui aurait pu avoir une singularité, qui aurait pu avoir une sensibilité, et donc ça aurait juste été autre chose. Mais ni mieux ni moins bien, juste différent. Donc je mettais pas du tout dos à dos ces films-là. Oui, c'est ça. Oui, si, je pense que c'est pas... Enfin, déjà, nous, on est agnostique au sens où on est ouvert à tous les outils de fabrication, que ce soit de l'IA, que ce soit des outils tradis. Et donc, je trouve que ce débat, pour moi, n'avait pas forcément lieu d'être tel qu'il a été présenté dans les médias. Je pense que la qualité principale de ce film-là... Moi, la première fois que je suis tombé dessus à la télé, je me suis arrêté, je l'ai regardé. Parce qu'il m'a saisi, en fait, il m'a interpellé. Et je pense qu'il m'a interpellé parce que le storytelling est bon. Parce que l'exécution aussi est très bonne.
Et puis, après, qu'importe la façon dont il a été fait. Ce qui compte, c'est que le film, en fait, il fonctionne et tout. Et moi, je crois pas du tout que ce film est bon parce qu'il est pas IA. Ce film est bon parce qu'il est bien conçu et qu'il est bien exécuté et qu'il fonctionne bien. Et qu'au final, on est sur des questions d'outils. Mais après, je peux les comprendre parce que l'IA, quand même, demeure un sujet qui reste extrêmement clivant. Il y a des gens qui sont fortement contre. Des gens qui sont pros, il y a des gens qui sont très 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 inquiets, peut-être à juste titre d'ailleurs. Et je pense que ce qu'on a vu là, c'est plutôt la stigmatisation de ce clivage en fait, et de ces craintes et de ce que les gens projettent sur l'IA, indépendamment du film en lui-même, qui est très très bien. Bien sûr, parce que là où tu as raison. On en a parlé, mais surtout le film, c'est une superbe idée. C'est une strate fidèle depuis des années. Et donc, évidemment, c'est ça d'abord. C'est l'idée qui compte et qui a été portée par l'agence et par la marque Intermarché. Et après, effectivement, une très, très belle exécution. Et quand tu le dis, Gaël, qui aurait pu aussi être fait par d'autres moyens. Et là, on touche aussi à la manière dont on a envie de produire les choses. Et comme tu le disais aussi tout au début de notre échange, chaque société décidera aussi si elle souhaite ou pas IA ou pas. Et que l'outil, ne doit pas être prédéterminant sur l'efficacité et sur la vision que peut porter la marque de tel ou tel objet créatif, quoi. Donc oui, complètement, mais c'était effectivement, ça a un peu cristallisé un certain nombre de choses et je trouvais ça assez intéressant parce que évidemment, et ça c'est une question un peu récurrente aussi qu'on se pose, c'est que ce qu'on fait en IA, alors on dit souvent ça va créer des métiers, mais ça en détruit également. Et je pense que, quand tu le disais, Gilles, je pense que ce que ça dit, ce film-là, c'est cette crainte de se voir dérober sous nous les métiers, nos savoir-faire, et que l'IA remplace. Là, dernièrement, je lisais une citation qui disait, en gros, si votre métier, c'est d'être en remote derrière un ordinateur, vous allez être menacé. Voilà. Bon. Je pense qu'on peut. Il a assez raison, le nom va me revenir. Mais voilà, donc il y a un vrai sujet quand même, je pense, derrière. Est-ce que ça, c'est des questions qui vous travaillent également? Vous avez des sujets un peu là-dessus, en interne ou avec d'autres personnes, quoi. Forcément, mais toutes les révolutions technologiques ont fait disparaître des métiers et des pans complets de métiers, et puis on en fait apparaître d'autres. Là, la spécificité de celui-là, c'est qu'il va 1000 fois plus vite. C'est que cette révolution, elle se passe en termes de semaines, de mois, où avant on était sur des années. Donc c'est ça qui est un peu sidérant, c'est ça qui fait un peu peur. Et puis bien sûr, avant, créer un film vidéo demandait des équipes, demandait une grosse agrégation de talents, et là on a forcément l'impression qu'on a besoin de moins de personnes pour travailler, et forcément moins de personnes, ça veut dire que certaines vont être sur le carreau, ça veut dire que je comprends l'inquiétude des équipes que j'ai sur mes films publicitaires chez l'Impératrice, parce que bien sûr l'IA va prendre cette place-là, et qu'il y a des métiers qui vont avoir beaucoup moins de boulot, et peut-être un jour plus. Donc j'entends tout à fait, et je me dis, bon, de toute façon, nous n'avons pas d'autre solution que d'évoluer avec ce qui arrive. Donc, il va falloir, pour certains aussi, se repositionner. Non, mais je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la langue de bois. Et c'est la meilleure manière de se prémunir contre un peu la perte de son emploi ou la perte de son compétence, que d'affronter un peu cette réalité-là et de savoir comment on se reconvertit. D'ailleurs, plein de personnes disent, si l'IA fait beaucoup de choses, il va falloir apprendre aussi à la piloter et à la juger. Parce que le goût, lui, ne s'achète pas. Et donc, ça va être encore une autre compétence qu'il va y avoir derrière. Et donc, comme tu le dis, ça va faire naître sans doute de nouveaux métiers derrière. Voilà. Et puis, on peut inventer de nouveaux process. C'est-à-dire que si on a un budget cohérent pour faire une belle prod en IA, dans cette prod en IA hybride, on peut par exemple imaginer que des chefs de poste, une styliste, un chef déco, on va les prendre avec nous sur notre prod IA, parce que ça va être eux qui vont nous nourrir en termes de stylisme, en termes de décor, etc. Donc ces postes-là ne seront peut-être plus sur des tournages réels, mais continueront de nous apporter leur savoir-faire à l'IA. Exactement. Parce qu'on ne peut pas mettre une personne qui est hyper bon en tout. Il sera pas, il peut avoir une vision de réalisateur, il peut avoir une super direction artistique, il ne sera pas chef déco, il ne sera pas styliste, il n'aura pas cette sensibilité-là. Donc agréger des talents, c'est ce que nous, sur la prod IA, on adore faire. Ouais, c'est pour ça qu'on parle d'humain augmenté. Voilà, c'est un peu cette expression que l'on reprend aussi. C'est hyper clair. Alors, Gilles, j'ai une petite séquence pour toi. C'est la séquence masterclass.
Alors, si tu veux te prêter au jeu de cette séquence masterclass, en gros, je suis allé rechercher un petit peu toutes les questions que les gens se posent, notamment les créatifs, dans des difficultés qu'ils peuvent avoir. Et donc, si tu es là, je peux pas m'empêcher que tu nous fasses une petite masterclass. Tu fais des formations tout le temps. Donc, voilà. Donc, je te pose différentes questions et puis tu me dis. La première, c'est quoi un bon prompt professionnel? On prompte de manière amateur, on prompte de manière professionnelle. Ça veut dire quoi faire un bon prompt? Est-ce que c'est plus proche d'une conversation, d'un brief créatif, d'une fiche technique? On parle de JSON prompt. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait un prompt professionnel? Alors, tu me parles de prompt LLM ou de prompt de génération d'images ou de vidéos? Génération d'images. D'images? Oui. Un bon prompt de génération d'images, c'est un prompt qui réussit à transcrire de manière exhaustive la vision de celui qui prompte. C'est-à-dire quand tu vas créer une image from scratch, il faut que tu puisses détailler tous les éléments qui vont constituer l'image. Non seulement le sujet, l'action, le lieu, mais aussi le type de lumière, le type même d'image. Est-ce que c'est une photographie? Est-ce que c'est une photo vintage? Est-ce que c'est un Polaroid? Est-ce que c'est une peinture à l'huile? Est-ce que c'est un dessin à l'encre de Chine? Tout ce qui va constituer l'image, c'est en fait le ratio de l'image. Est-ce que c'est du 16:9? Est-ce que c'est du vertical? Est-ce que c'est un plan large? Est-ce que c'est un plan serré? Voilà. Donc le plus de précision en fait, l'objectif, c'est vraiment de traduire avec le plus d'efficacité et d'exhaustivité l'intention créative avec des mots. Donc, ça se rapproche plus par rapport aux options d'un brief créatif ultra pointu. C'est même plus qu'un brief, c'est une description littérale de tous les éléments constitutifs d'une image. Donc ça veut dire que ça, c'est impossible. Moi, demain, je veux faire une image. Impossible que je demande à ChatGPT de me faire le prompt qui me permet de faire une image, puisque je n'aurais pas détaillé cette image-là. Oui, mais tu peux très bien imaginer que tu aies une discussion avec ChatGPT, peut-être même en mode vocal sur ton téléphone. Tu lui dis voilà ce que je voudrais faire comme type d'image. Et tu discutes avec lui, tu affines un peu. Et puis une fois que tu as posé toute ta vision, tu lui dis maintenant, rédige-moi un prompt détaillé pour Midjourney ou pour un autre outil. D'accord, ok. Ouais, super clair, je vais pratiquer ça. Et alors, c'est quoi le JSON prompt? On en parle beaucoup. Là, c'est pas de la conversation, c'est une structuration de prompt. C'est quoi? On est sur du code? Non, c'est pas du code, ça reste du texte. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est une façon de structurer son prompt avec une syntaxe qui se rapproche de celle du code. Avec des parenthèses, avec une façon séquentielle de distiller l'information, et ça permet d'obtenir un haut niveau de précision, notamment quand on fait du texte tout vidéo. Vous savez qu'il y a 3 façons de faire de la vidéo IA. Soit on part d'une vidéo existante, soit on part d'une image qu'on anime avec l'IA, ou soit on part d'un texte. Et quand on part du texte, en fait, le JSON permet d'avoir, enfin en tout cas de compacter un maximum d'informations en un minimum d'espace, et du coup avec des résultats qui seront plus comment dire, performants que si on était en langage naturel, où il y aurait une déperdition à un moment d'informations de par la syntaxe qui est moins efficace que celle du JSON. Ok, donc ça veut dire que pour toi, le prompt engineering, c'est pas du bullshit. Le prompt engineering, écoute, c'est à 50% du bullshit. Je pense que quand on utilise en fait ChatGPT, le plus important, c'est en fait, le contexte. Et c'est en étant très 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 pointu sur le contexte qu'on a le meilleur niveau de réponse. Donc on devrait parler de context engineering, et là je cite mon camarade Benoît Raphaël, d'ailleurs, que je vous invite à suivre sur les réseaux. Il poste des trucs hyper intéressants sur les LLM. Context engineering, et je pense que le prompt engineering, c'est un truc qu'il faut démystifier, puisque tous les éditeurs de solutions œuvrent à ce que le prompting devienne de plus en plus du langage naturel. D'accord. Il y a de plus en plus maintenant d'outils d'IA, de génération d'images comme de vidéos, qui réécrivent le prompt des utilisateurs pour le développer, ou en tout cas pour l'optimiser
par rapport au modèle d'IA qui va derrière après le traiter. Okay. Et ça veut dire si toi tu fais une phrase toute simple, eh ben il y a de fortes chances que y ait en fait une option dans ton outil d'IA qui amplifie ton prompt pour en faire un truc un peu plus développé et avec un résultat qui sera un peu plus intéressant. Ah oui, un prompt que je ne vois pas en fait. C'est-à-dire que moi je prompte et c'est l'outil qui Voilà. lui-même va me rendre plus intelligent de manière invisible. Ouais, c'est vrai, c'est génial quand même tout ça. Tu parlais de contexte, c'est le contexte métier. Je suis un photographe qui travaille dans la publicité, je souhaite faire une campagne de 30 secondes. C'est ça, c'est ce contexte-là dont tu parles qui est important? C'est tout contexte qui serait utile à obtenir un résultat de qualité plutôt qu'un résultat générique. D'accord. Tu vois, c'est un peu la différence entre demander à ChatGPT de te raconter la naissance de l'univers et ensuite de lui demander de le faire dans tel et tel contexte pour un enfant de 8 ans avec en mettant en exergue la Terre, enfin voilà, tu vois, voilà. Ou sinon, comme tu l'as dit, c'est donner du contexte métier sur ce que tu fais, sur quel est ton objectif clair, qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu demandes à ChatGPT. Est-ce que c'est pour un boulot, est-ce que c'est pour un client, est-ce que c'est pour un post LinkedIn, est-ce que c'est pour voilà. Tout ça est hyper important. D'accord. Et dans les formations que tu fais, tu apprends tout ça justement. Tu nous apprends à pouvoir piloter et faire ces meilleurs prompts là. Et d'ailleurs un autre point donc. On pourrait nommer presque le cauchemar numéro 1 j'allais dire des créatifs, peut-être de certains créatifs, c'est comment on arrive à stabiliser une image. C'est-à-dire que je génère une image, donc là on est sur la photo par exemple, et donc c'est super quand je fais une maquette, j'arrive à bien faire ma maquette, c'est parfait, je la présente, tout le monde est validé, puis je vais passer ensuite en prod, c'est-à-dire qu'il faut que je la réalise. Mais là, à ce moment-là, je vais avoir dans mon workflow un client en face, ou en tout cas une personne qui va vouloir faire des modifications. Et lorsque je vais ensuite avoir cette image-là, quand je vais essayer de faire bouger des éléments de cette image-là, eh bien ça va me perturber d'autres éléments de l'image, donc ça va la rendre extrêmement instable. Est-ce que tu as des conseils pour tous ceux qui vivent cela, soit parce qu'il existe un outil, soit parce qu'il y a des règles justement à nouveau de prompting, pour rendre tout cela le plus stable possible et arriver à être en prod comme on l'a été en pré-prod? Écoute, la première règle serait d'utiliser les bons outils. Le meilleur outil à l'heure actuelle est un outil Google, Nano Banana Pro. Sorti au mois d'août 2025, qui permet de faire en quelque sorte du Photoshop avec des mots. D'accord. C'est-à-dire tu expliques ce que tu veux modifier dans l'image et lui, il va te le faire. Comme ça reste de l'IA générative, c'est quand même assez imprévisible. Il y a toujours une part d'aléatoire que tu ne maîtrises pas, et c'est sans doute ce que tu évoques quand tu parlais de tes images qui bougent et tout. Donc là, moi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer systématiquement d'adapter son prompt en étant le plus explicite possible, en trouvant des synonymes, en trouvant d'autres façons de faire, des façons un peu créatives. Souvent, les limitations de l'IA nous forcent à développer une vraie créativité dans la façon de procéder. Et moi, souvent, quand je donne des formations, j'ai coutume de dire que lorsqu'on crée avec l'IA, la porte est souvent fermée. Et le but du jeu, c'est de trouver un moyen de rentrer par la fenêtre. D'accord. Et souvent, c'est ça, c'est trouver des chemins de traverse, des façons de faire, tout ça. Et quelquefois, ça peut être tout simplement repartir dans Photoshop et faire un mélange de modifications IA, des modifications Photoshop. Et c'est aussi tester de temps en temps d'autres outils que Nano Banana Pro, comme des concurrents, comme par exemple Seedream 4.5, comme par exemple Flux 2. Voilà, il y a d'autres outils maintenant qui font ça et qui quelquefois fonctionnent mieux dans certains cas de figure. Donc c'est vraiment aussi développer une vision un peu transverse des possibilités, en fait, des outils, pour se donner toutes les chances de réussite. D'accord, écoute, c'est hyper clair. Et effectivement, comme tu le dis, ça revient un peu à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'importance de la veille. C'est-à-dire que si on aborde le sujet de l'IA, il faut aussi être en veille permanente parce que tout ce qu'on peut rencontrer comme opposition, comme difficulté, peut être résolu sur une autre plateforme, sur un versionning différent. Et il faut arriver toujours à avoir cette agilité-là et cette souplesse-là pour pouvoir atteindre ces objectifs. Bon, écoute, j'espère que ce cauchemar, maintenant, va pouvoir être rangé grâce
grâce à toi. Un autre mot, alors vraiment très 2000, alors on va dire fin 2025, mais surtout 2026, c'est ce qu'on appelle le world model. Hein. Donc il y a le langage model, il y a le world model. C'est pas évident de comprendre ce que c'est que le world model. On parle de spatialisation, voilà, de compréhension d'un univers sur voilà ces différentes dimensions. Est-ce que tu aurais une manière de le définir qui soit plus explicite que ça pour nous dire ce qui va arriver, parce qu'on est en train de nous dire que c'est vraiment la nouvelle AI qui va arriver très bientôt. Alors moi je vois deux choses là-dedans. Je vois d'une part la capacité de l'IA générative à créer des mondes en fait en 3 dimensions dans lesquels en fait on pourra évoluer de manière virtuelle, et ce qui va peut-être ce qui va peut-être nous permettre de rattacher les trains avec les wagons avec le métaverse. Ouais. Voilà, donc là on assiste à des outils qui sont donc de plus en plus performants pour faire ça, et je pense qu'il y a un enjeu fort dans l'évolution de l'IA qui est de comprendre le monde physique. Et là il y a des limitations à l'IA, c'est que leur compréhension du monde physique, et là je parle pour la génération d'images et la génération de vidéos, se base sur des données qui sont des données en fait en 2D, des images fixes ou des vidéos. Et l'enjeu de compréhension des mondes 3D sont des enjeux de compréhension physique. Et lorsqu'on aura des IA qui auront de la compréhension physique, ça va ouvrir, en fait, à mon sens, des milliers de perspectives d'IA qui seront capables d'appréhender l'espace, peut-être dans la robotique, dans la façon de représenter la physique de manière extrêmement précise en fait et réaliste, et peut-être aussi d'extrapoler, vous savez, ce fameux truc d'inventer ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Ouais. Finalement, faire de la prédiction, c'est ce que l'IA fait de mieux depuis longtemps déjà. Faire de la prédiction sur ce qui n'est pas apparent et sur ce qui pourrait être. Et là, je trouve qu'il y a des vecteurs vraiment d'évolution de l'IA qui sont qui sont hyper intéressants. D'accord. Ok. Donc il va falloir rester en veille dessus. Gaël, on le voit. Donc merci Gilles pour cette masterclass. Et Gaël, on le voit, tous ces créateurs de valeur, ceux qui parlaient d'IA gadget il y a quelque temps, c'est vraiment pas et plus du tout le sujet. Comment on fait pour valoriser ce talent-là auprès des annonceurs, auprès des agences, là où certains peuvent croire que l'IA réduit le temps d'exécution, le temps de production, alors qu'on le voit là, évidemment, c'est un temps de dingue, que ça soit d'être en veille, un talent de fou de savoir les piloter, et puis un goût, de manière générale, pour arriver à faire quelque chose qui soit fidèle à l'idée qui préexiste à la réalisation d'une campagne, par exemple. Donc, comment tu fais, toi, face à un annonceur, pour valoriser tout ça? Tu valorises comment dans tes devis, de manière très pragmatique, quoi? Comment on fait? Alors déjà, effectivement, on bataille sur par exemple LinkedIn où il y a tous les jours des gens qui disent bah voilà, moi j'ai fait un film d'1 minute 30 et puis ça m'a coûté $30. Et donc là-dessus, avec Gilles, quand on voit ça, c'est $30 de crédit IA. Ce qui veut dire que déjà, si son film est vachement bien, c'est pas $30 que ça a coûté. Si ce mec qui vient de la réal, c'est 10 ans de talent ou 15 ans de talent qu'il a derrière lui, qu'il a mis dans ce film. Donc jusqu'à présent, le talent a toujours été valorisé à une valeur. Il n'y a aucune raison que parce que c'est de l'IA, ce talent n'est pas cette valeur. C'est pas la valeur du temps qu'on a mis à le faire, c'est la valeur de l'apprentissage de la vie qui nous a amené à avoir ce talent, cette sensibilité, cette singularité qu'on a mis dans ce film. Donc, nous, dans nos devis de prod banger, on a le réalisateur IA qui a évidemment sa ligne. Et puis après, on a toutes les autres lignes qui sont impératives pour faire un film de qualité, pour faire un film qui va apporter quelque chose à la création d'un client ou d'un annonceur, comme on le faisait avant, c'est-à-dire que les choses sont écrites et on nous demande d'apporter une sensibilité, une singularité, du talent à ce qui a été fait. Et pour ça, il y a la vision d'un homme et il y a la vision d'une équipe. Donc nous, on adjoint un réalisateur, d'autres postes d'IA, d'artistes IA, qui vont travailler en collaboration avec le réalisateur dans la continuité des images, dans les apports qu'on peut avoir sur une vision, d'un décor, de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est quand même une équipe. On a des lignes.
Et ces lignes sont des lignes, parfois ce sont des forfaits, parfois ce sont des timings, il peut y avoir 1 jour, 2 jours. Ensuite, un bon film, ça a toujours été fait avec un bon montage. Et très souvent, dans l'IA, on a des films où le montage est quand même pas terrible, donc qui ne met pas l'emphase au bon moment, qui ne donne pas le rythme qu'il faut. Donc on peut garder aussi des monteurs. Donc on a ces postes-là qui viennent enrichir le travail de l'IA. D'accord. Alors, mais je vais poser une question un peu pour la gratter, c'est-à-dire qu'on valorise souvent nos devis avec du temps passé. Là où je passais 20 jours, admettons, j'en passe 5. On fait quoi? On augmente le TMJ pour dire que si j'en passe 5, c'est parce qu'en fait, j'ai effectivement, comme tu l'évoques, une formation et un talent qui fait que j'en passe 5. Donc, mon taux moyen journalier, ma valeur intrinsèque augmente. Et donc, au final, on est à peu près sur la même valeur, où il y a une autre manière de valoriser les choses. Parce que c'est vrai que le fait qu'on travaille plus vite devrait être valorisé, alors qu'aujourd'hui, il est sous-valorisé. Mais les budgets en IA sont très optimisés par rapport à des budgets d'avant. Donc, il y a déjà un gain. On ne devise pas de la même manière. Donc, il y a toujours un gain. Mais effectivement, par exemple, un réalisateur, même dans les productions précédentes, il avait un forfait. C'était pas le temps qu'il passait à faire un film. C'est un forfait qui, en général, est ajusté d'ailleurs à un montant d'un film. Les réalisateurs sur de la publicité peuvent être entre 10 et 15% du montant du film. Donc ça, c'est une sorte de forfait qui vient de leur talent. Sur l'IA, on peut considérer exactement la même chose. Et ensuite, il y a des postes qui viennent du timing. C'est aussi pour ça que les budgets sont descendus et qu'il y a des optimisation de budget. Donc les deux jouent. Le talent doit continuer à être rémunéré et le fait qu'on passe moins de temps fait aussi qu'on on a des budgets qui sont beaucoup moins chers que des budgets traditionnels. Et ça, les annonceurs avec lesquels vous travaillez, le comprennent, ou il y a quand même une défense de la valeur toujours à avoir, et parce que parfois ça peut ne pas être entendu ou même un peu instrumentalisé, tu vois ce que je veux dire, pour réussir une négo. Ça dépend des annonceurs et des agences. Donc c'est optimiste ce que tu dis en fait. Oui, moi je pense qu'il y a de la place, pour tout le monde, et il faut qu'il y ait de la place pour la qualité aussi, mais il y en a encore. D'accord. Et de manière plus générale, et là c'est pas forcément sur les questions de budget, est-ce que tu remarques chez certains annonceurs une erreur dans la manière dont ils appréhendent l'IA? Ah oui, ça c'est tout l'enjeu avec Gilles, c'est quand on prend un sujet IA chez un annonceur ou dans une agence, il faut qu'on fasse ce que Gilles fait très très bien, c'est-à-dire qu'on prenne quelques heures à expliquer comment ça fonctionne, quels sont tout ce que ça va apporter, mais tout ce à quoi il faut penser pour réfléchir autrement. On ne peut pas faire les mêmes demandes à de l'IA qu'à un film traditionnel. Ce ne sont pas les mêmes process. Il faut laisser à la créativité une certaine liberté. Et voilà, si on enferme trop les choses, on va devoir aller sur beaucoup d'hybrides parce qu'à un moment, l'IA a quand même une certaine liberté à pouvoir garder. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous de l'expliquer avant chaque projet. C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux modèles d'agence très dopés à l'IA, c'est aussi des nouveaux workflows, c'est aussi des nouvelles manières de travailler auxquelles on doit s'habituer aujourd'hui, et donc qui font partie aussi de l'expertise de ces nouvelles agences ou de ces nouvelles productions. Ce n'est pas que je fais de l'IA, c'est j'ai appris un nouveau métier en pilotant ces plateformes-là. Bon, écoute, c'est extrêmement clair. Gilles, j'ai encore un petit jeu pour toi. Tout à l'heure, c'était pas vraiment un jeu d'ailleurs. Alors, on va jouer à le meilleur pour. Donc, en gros, je te dis Kling et tu vas me dire le meilleur pour tel ou tel type de prestation. C'est évidemment caricatural, mais c'est pour aider ceux qui sont débordés par la veille, pour essayer d'avoir un peu une phrase clé qui leur permette de se repérer. Donc, on commence le meilleur pour Kling, donc. Le meilleur pour la génération de vidéos. Xfield. Alors, Xfield, c'est vraiment en fait un fourre-tout où tu trouves tellement de choses. C'est le meilleur pour faire des effets vidéo, genre des effets de caméra, tout ça. Et c'est maintenant le meilleur pour essayer de reproduire l'esthétique de caméra de cinéma avec des objectifs ciné et notamment des objectifs anamorphiques. Syllab. Syllab, c'est le meilleur pour garantir non seulement la sécurité des données, la confidentialité, le fait que tout soit stocké dans un cloud en France. C'est un acteur français avec beaucoup de garanties rassurantes pour les gens pour les marques, pour qui c'est en fait un vrai sujet. D'accord.
FreePic. FreePic, c'est la meilleure plateforme pour tout faire, faire de la génération d'images et de la génération vidéo à un seul endroit, et c'est facile à prendre en main. Dreamina. Dreamina, alors avec leur dernier modèle, le 1.5 Pro, c'est les meilleurs pour animer des personnes qui parlent et pour générer des voix, avec un résultat assez bluffant. Et VO. Alors VO, il est bon dans pas mal de domaines. Là, on est à la version 3.1 et moi j'attends très 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 impatiemment la version 4 dont je sens qu'elle va être assez incroyable. VO, c'est pas forcément le meilleur dans un domaine, mais il est très très fort en tout. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est énorme parce que j'aurais pu t'en citer 10 autres, tu les connaissais tous. Et t'avais les points quelque chose voilà. avec. Hein. Non, mais à chaque fois, t'as chaque point. Et en plus, j'aurais pu aller dans le versionning. Mais après, moi, c'est moi qui décroche complètement. Ouais. Donc, je veux pas non plus m'aventurer dans quelque chose que je maîtrise pas. Ok, super. Merci beaucoup, Gilles. Maintenant, ce que je te propose, c'est une autre séquence. C'est l'interview short. Alors, l'interview short, c'est quoi? C'est simple. C'est une question et une réponse, là aussi, qui fait quelques phrases, puisqu'ensuite, on va les monter dans des shorts. Donc voilà, je te pose la question. Gaël, tu peux aussi jouer à ce jeu-là, hein, évidemment. Voilà, donc je commence par la première. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu en as marre que l'on réduise la performance de l'IA au nombre de minutes qu'il faut pour produire une vidéo? Oui. Dans un de tes récents posts, tu cites la métaphore suivante. Alors, c'est Kevin Richard, je ne connaissais pas. Quand on avait des pelles, on pouvait réfléchir en creusant. Avec un tractopelle, on n'a pas ce luxe. Tu voulais dire quoi par là? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'était un post sur Claude Code qui permet maintenant de développer des applications, des sites, enfin des trucs hyper complexes juste avec des prompts. Et c'est tellement rapide, c'est une telle puissance de frappe qu'on n'a pas le temps de penser à ce qu'on est en train de faire. Et donc, on n'a pas le temps d'avoir l'œil sur le code pour comprendre ce qui se passe, que le truc, boum, voilà. C'est comme si on appuyait sur un bouton et qu'il y avait un film qui était en train de se faire et qu'on se dise, mais attends, j'ai pas décidé de l'ordre des plans, de l'axe de caméra, tout ça, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tous les modèles performent mieux si on les menace de violence physique. Si je parle mal à une IA, elle est meilleure. Ça dépend des modèles. ChatGPT, il me semble que oui, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Et en revanche, il y a des modèles comme par exemple Llama, celui de Meta, qui sous-performe, lui, notablement lorsqu'on le menace. Donc ça dépend des modèles, mais globalement, la réponse est oui. Ouais, c'est incroyable ça. C'est dingue. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Je crois que c'est un petit peu différencié en fonction si tu es sur du code, des maths, de la science, ou est-ce que tu es plutôt sur de la créa ou sur de la com, tu vois. Mais c'est quand même assez fou. Pareil, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce qu'on appelle le emotion prompt, c'est-à-dire de prompter en disant attends, c'est important pour moi, tu comprends, je joue un peu ma vie là-dessus, enfin voilà, de jouer avec l'IA sur la sensibilisation de l'importance du sujet qu'il y a à traiter. Alors, il y a des études qui montrent que ça fonctionne mieux, mais il faut toujours aller voir les échantillons de test sur ces études-là, parce que souvent, ils sont assez restreints. Et du coup, il faut toujours le prendre avec une petite pincée de sel. Parfait. Merci beaucoup, Gilles, pour cette interview Je short. t'en prie. Je pense qu'on est d'accord que, voilà un peu si on devait un peu conclure bientôt le podcast, que ce qu'on se dit là, c'est que en fait, finalement, aujourd'hui, l'IA libère la créativité, c'est-à-dire que là où on a été bridé par de l'argent, du temps, des moyens, ça libère la créativité que l'on peut avoir. Elle ne se substitue en rien à cette créativité-là. Vous me dites, si voilà, je vous fais des affirmations, mais voilà, dites-moi, et que au contraire, on fera toujours plus de belles choses en faisant en sorte que l'humain soit au cœur de cette IA qui va l'augmenter et qu'il faut apprendre donc à prompter, à dompter, à apprivoiser pour qu'effectivement ça soit pas elle qui soit augmentée par nous, mais plutôt nous qui soit augmentés par elle. En fait, pour rebondir tout à l'heure sur ce que tu as dit sur le fait de ne pas faire de langue de bois, je pense que l'IA est en train de faire disparaître les barrières techniques.
Avant, c'était compliqué de modifier en fait un visuel dans Photoshop. Il fallait connaître Photoshop, les techniques de calque, tout ça, de trucs et tout, de fusion, machin, tout ça. Là, on va arriver à un stade où on va juste demander de manière orale ou textuelle ce qu'on veut faire et l'IA va le faire. Et sans doute que ce sera le cas dans beaucoup de domaines. Et donc, je pense que ça va augmenter ceux qui font des choses, qui lancent des projets, qui créent tout ça, mais ceux qui fabriquent, ceux qui ont des compétences techniques, ça pose des questions sur comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à cette nouvelle technologie, vraiment. Et ça, c'est des vraies questions auxquelles je n'ai pas encore la réponse. Bien sûr. Et est-ce que vous pensez que, par rapport à ce que tu dis, qu'il y a une barrière intergénérationnelle? Souvent, on a parlé des digital natives, des social natives, en disant, tiens, parce qu'ils sont jeunes ou parce que nativement, ils sont nés avec, ils savent mieux l'utiliser que les autres. Est-ce que l'AI, c'est toujours vrai? Ou est-ce qu'au final, non, plutôt, elle rapproche les générations parce qu'il y a des gens qui se transforment, qui se renouvellent et qui sont plutôt seniors, et puis tout simplement des juniors qui naissent avec et qui vont apprendre effectivement les nouvelles expertises au travers de l'IA. Est-ce que vous avez un point de vue sur justement ce côté intergénérationnel ou pas, ou de fracture générationnelle de l'IA? J'ai l'impression que les plus de 45 ans sont plus à l'aise avec l'IA que les plus jeunes. Et on peut l'expliquer, ça, c'est assez surprenant quand même, ce que tu dis. Oui, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. En fait, ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, au début de l'émission. Ça veut dire que l'IA, c'est beaucoup plus facile d'y voir un intérêt et en fait un outil puissant quand il capitalise sur quelque chose d'autre. Je sais pas, toi tu montes des boîtes et tu te dis peut-être que dans les process de création et de scaling de ma boîte, l'IA va pouvoir m'aider à aller beaucoup plus vite. Mais si tu n'as jamais monté de boîte, tu ne sauras pas. Ouais, absolument. Toi, tu produis des films publicitaires et tu vois qu'avec l'IA, tu peux produire différemment, plus vite. Tu peux faire des choses qui n'étaient pas faisables auparavant. Mais lorsque tu n'as pas en premier lieu cette expertise-là et cette compétence-là, qu'est-ce que tu fais de l'IA? J'en sais rien. Moi, j'ai 2 filles de 17 ans, elles n'utilisent quasiment pas l'IA. Ouais. J'ai croisé des jeunes de 20-25 ans dans des écoles de graphisme et puis de cinéma. L'IA, ils n'aiment pas trop. Pour eux, c'est une façon un peu de tricher. Voilà, tu vois. Alors qu'en Chine, je crois qu'ils attaquent à 8 ans. Après, voilà. Donc, c'est quand même une grande différence où aujourd'hui, dans nos écoles post-bac, c'est limite une matière. Ouais. Et c'est quand même, quand on se dit que qui sont les premiers, etc., il va falloir qu'on rattrape un peu. Ouais, donc, il y a un vrai sujet aussi de transmission et d'apprentissage, effectivement, aux jeunes générations également, quoi. Est-ce que tu dois faire, à mon avis, dans les formations, où tu dois avoir des populations aussi différentes qui doivent être formées. Pour conclure, Gilles, on parlait du World of AI Festival. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est très bientôt. Voilà, tu es un ambassadeur de ce festival. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça a lieu? Est-ce que c'est finalement on va venir te voir prochainement, j'imagine? Ouais. Alors oui, c'est l'un des plus grands festivals de films IA. La première édition a eu lieu l'année dernière à Nice. Cette année, le WIAFF voit les choses en beaucoup plus grand parce qu'il y aura des éditions à Cannes, au Japon, en Corée du Sud, au Brésil et en Arabie Saoudite, me semble-t-il. La présidente du jury sera Gong Li, donc la grande comédienne, et en France, on aura Agnès Jaoui, qui sera la présidente du jury. L'année passée, c'était Claude Lelouch, 88 ans, et qui était hyper enthousiaste sur l'IA. Ouais. Donc hyper intéressant. Voilà, il y a un appel en fait à court-métrage IA du WIAFF. Je crois que la deadline est bientôt. Je me souviens plus de la date, mais vous pouvez aller voir sur le site et on y voit beaucoup d'excellents films IA qui sont faits par des gens qui ont d'excellentes idées et qui ont une façon souvent en fait intéressante d'utiliser l'IA, une façon qui est souvent non conventionnelle. Ok, tu peux hyper intéressant. Ouais. Bon super, écoute, merci beaucoup. Tu parlais de court-métrage, ça fait lien avec le Prompt Club également, donc on te retrouve prochainement dans le Prompt Club également, donc tu me disais dans une grande société de production audiovisuelle française. Voilà, donc nous on a une projection, alors qui est une projection
privé du coup qui aura lieu chez Media One, qui est l'une des plus grosses structures de production européennes. On fait des courts-métrages de fiction à cette occasion-là. Donc moi j'adore. Voilà. Donc là je suis en train de finaliser mon court-métrage qui est beaucoup trop long. Là il est en train de dépasser les 5 minutes. Et 5 minutes d'IA c'est long. Mais ça me permet d'expérimenter sur les dernières techniques Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de chercher la vérité, même quand je faisais quand j'avais en fait une caméra à la main. Et là, j'essaye de voir avec l'acting IA jusqu'où est-ce qu'on peut pousser les curseurs pour brouiller un peu les frontières et voir ce qu'on peut obtenir de plus réaliste possible en termes d'intention de jeu, en termes de réalisme. Voilà. Et puis on aura aussi une projection au mois de mars au théâtre de l'IA à Paris 11e. Et là, qui sera une projection libre ouverte à tous. D'accord. On espère bien te voir. Ouais, avec grand plaisir. Ça montre un peu tous les ponts qu'il y a entre l'IA, la com, l'IA, le marketing, mais aussi l'IA et puis les cours, et l'IA et les longs et le cinéma. Donc c'est absolument incroyable. On te retrouve donc tous les jours sur LinkedIn et chaque semaine avec la newsletter générative. Gaëlle, toi, on te contacte. Oui. On te contacte tout le temps si on a un sujet IA. Pour faire des films, pour échanger, pour aussi être évangélisé, pour comprendre tout ce monde-là. Ouais, pour comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA, les trucs de dingue qu'on peut faire, qu'on n'aurait pas imaginé en étant peut-être une petite structure, un annonceur qui a moins de moyens et qui va pouvoir faire des trucs formidables, ou alors un annonceur qui était habitué, ou une agence qui était habituée aux films traditionnels et pour lequel on va pouvoir donner beaucoup plus de monde, beaucoup plus de créativité et puis aussi travailler plus vite, ce qui est parfois un enjeu. Bon, bah écoute, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci C'était à toi. un plaisir vraiment d'échanger avec vous, Gaëlle, Gilles. Donc Banger avec 2G. Et voilà, encore merci pour votre temps. On a appris plein de choses. Hein. Voilà, on a vraiment bien joué le jeu de la masterclass. À mon avis, il y a des gens qui ont pris des notes. J'espère qu'il y en a qui ont pris des notes. Mais voilà, on se retrouve très prochainement, je l'espère, sur de prochaines actualités. Ça marche, Okay. merci. Allez, merci, à bientôt. Jérôme. Merci beaucoup.